Une fraction de seconde, une panne mécanique. C'est tout ce qu'il a fallu pour transformer un entraînement de routine en les 5 décès les plus terrifiants de gymnastique jamais enregistrés. Ce ne sont pas seulement des accidents tragiques d'un sport dangereux. Ils rappellent qu'en gymnastique, la moindre erreur peut coûter le prix ultime. C'était le 15 mars 2019, quand Brooke Callahan, âgé de 16 ans, a marché sur la piste de saut à l'arène du championnat régional à Columbus, Ohio. La lycéenne de Westerville avait passé 4 ans à se consacrer à obtenir une bourse de gymnastique à l'Université de l'État de l'Ohio. Ses parents, qui travaillaient tous les deux à 2 emplois pour couvrir les frais d'entraînement, avaient tout sacrifié pour ce moment. Brooke était connue pour son éthique de travail inflexible et sa puissance explosive au saut. Mesurant 1,57 m avec un corps compact et musclé, elle possédait la rare combinaison de vitesse et de précision qui attirait l'attention des entraîneurs. Elle était la première à arriver à l'entraînement et la dernière à partir, souvent restant après les heures pour perfectionner des compétences que les autres avaient maîtrisées. L'arène bourdonnait d'une énergie nerveuse alors que plus de 200 gymnastes se préparaient pour la qualification régionale. La coéquipière de Brooke, Jessica, était tombée lors des échauffements sur le même cheval de saut, ébranlant la confiance de leur équipe. Mais Brooke semblait imperturbable, s'enduisant méthodiquement les mains de craie et visualisant sa routine avec une détermination concentrée. La piste de saut avait été récemment refaite, et plusieurs gymnastes ont mentionné que la texture était différente de celle de leurs gymnases habituels. Le tremplin, utilisé pendant 3 saisons, montrait de l'usure autour des bords. Lors de l'inspection de l'équipement, les officiels ont noté le ruban adhésif usé, mais l'ont jugé acceptable pour la compétition. Alors que Brooke levait la main pour signaler au juge, l'arène devint silencieuse. Elle avait effectué ce saut des centaines de fois, un Yurchenko avec double vrille, nécessitant un timing parfait et une conscience spatiale. Sa course d'approche commença avec une puissance caractéristique, ses pieds martelant la piste alors qu'elle gagnait de l'élan pour son décollage explosif. À 25 mètres sur la piste, Brooke a atteint sa marque et s'est élancée vers le tremplin. Mais lorsque son pied gauche a touché, le ruban adhésif usé n'a pas fourni une traction adéquate. Son pied a glissé de seulement 2 pouces vers la droite, mais en gymnastique, 2 pouces pourraient aussi bien être 2 pieds. La légère déviation a modifié sa position corporelle de 15 degrés, perturbant l'orientation spatiale développée au fil des années de répétition. Ses mains ont frappé la table de saut à un angle incorrect, projetant son corps dans les airs avec une rotation avant dangereuse. Au lieu du double saut périlleux contrôlé qu'elle avait prévu, le corps de Brooke n'a effectué qu'une rotation et demie. Elle était en aveugle, son dos tourné vers le tapis de réception et sa tête menant la descente vers la surface impitoyable en dessous. L'impact a été dévastateur. Le cou de Brooke s'est comprimé à un angle sévère, alors que son poids corporel total, plus l'élan de sa chute de 2,80 m, a écrasé ses vertèbres cervicales avec une force écrasante. Les vertèbres C4 et C5 se sont instantanément fracturées, le craquement distinctif étant audible pour les entraîneurs à proximité. Sa moelle épinière s'est complètement sectionnée au point d'impact, coupant toutes les voies neuronales en dessous de la blessure. Son corps est immédiatement devenu mou, ses jambes fouettant au-dessus de sa tête alors que l'élan restant l'a porté dans une position non naturelle sur le tapis. Le silence qui a suivi était assourdissant. 200 athlètes et leurs familles ont regardé avec horreur, alors que Brooke restait immobile, son corps positionné de manière à montrer que quelque chose de catastrophique s'était produit. Le personnel médical d'urgence est arrivé en 90 secondes, mais les dégâts étaient irréversibles. Malgré des efforts de réanimation agressifs pendant les 12 minutes de trajet en ambulance vers l'hôpital général de Columbus, Brooke a été déclarée morte 47 minutes après l'impact en raison d'une section complète de la moelle épinière et d'une insuffisance respiratoire subséquente. La compétition a été immédiatement suspendue. L'enquête a révélé que le ruban adhésif de la planche à ressort s'était détérioré au-delà des niveaux de sécurité, devenant extrêmement glissant sous les conditions humides de l'arène. Son entraîneur n'est jamais revenu à la gymnastique de compétition, incapable de continuer dans un sport qui avait pris la vie d'une élève qu'elle considérait comme sa propre fille. C'était le 7 août 2021 lorsque Caleb Ryder, âgé de 17 ans, est entré au centre d'entraînement élite à Denver, Colorado, pour ce qui serait son dernier entraînement. Le lycéen de Boulder s'entraînait pour les championnats nationaux juniors des États-Unis, où une bonne performance pourrait lui assurer une place dans l'équipe nationale et ouvrir la voie à une bourse complète à l'université de Stanford. Caleb mesurait 5 pieds 8 pouces, avec une carrure élancée et puissante, typique des gymnastes masculins d'élite. Sa spécialité était la barre fixe, où son approche audacieuse des mouvements de libération lui avait valu la réputation d'être l'un des jeunes gymnastes les plus passionnants du pays. Les entraîneurs le décrivaient souvent comme ayant du sang-froid, le genre d'athlète qui prospère sous pression et ne recule jamais devant un défi. Mais sous son apparence confiante, Caleb avait des difficultés.
Il souffrait de douleurs persistantes au poignet depuis 2 mois, causées par un surmenage et un temps de récupération insuffisant. La blessure était gérable avec des médicaments anti-inflammatoires, mais il l'avait caché aux entraîneurs et aux parents, terrifiés que la divulgation mette fin à ses rêves d'équipe nationale. Le centre d'entraînement était exceptionnellement bondé ce soir-là, avec 15 gymnastes se préparant pour les championnats nationaux. Le temps d'utilisation des équipements était limité, créant une pression pour maximiser chaque minute d'entraînement. Plus tôt dans la journée, Caleb s'était disputé avec son père au sujet de son avenir. Ses parents voulaient qu'il se concentre sur ses études, tandis que Caleb rêvait de concourir à l'international. Son entraîneur, l'ancien Olympien David Kim, poussait Caleb à augmenter la difficulté de sa routine pour correspondre aux normes internationales. 6 semaines plus tôt, ils avaient ajouté une nouvelle compétence de relâchement, un double salto avec double vrille nécessitant un timing parfait et une conscience aérienne exceptionnelle. La compétence était à la limite absolue des capacités de Caleb, mais nécessaire pour rivaliser avec les meilleurs gymnastes du monde. Alors que Caleb commençait sa routine à la barre fixe, tout semblait normal. Sa combinaison signature de mouvements de libération s'enchaînait en douceur, chaque élément créant de l'élan pour le suivant. La barre semblait solide dans sa main, et son corps bougeait avec une précision fluide qui avait pris des années à développer. Il aborda son nouveau mouvement de libération avec confiance, créant l'élan rotatif nécessaire pour la manœuvre complexe. Mais au moment crucial de la libération, son poignet blessé l'a trahi. L'inflammation chronique avait suffisamment affaibli sa force de préhension pour faire la différence. Sa main droite a complètement échoué, tandis que sa gauche a maintenu le contact une fraction de seconde de plus. La libération inégale a envoyé le corps de Caleb tournoyer chaotiquement dans les airs. Au lieu du double salto arrière dédoublé et contrôlé qu'il avait pratiqué des centaines de fois, son corps a tourné de manière imprévisible, avec sa tête chutant vers le sol à une vitesse accélérée. Il n'avait pas le temps de s'ajuster, pas l'occasion de se protéger de ce qui allait arriver. La descente de cheval de Caleb a mal tourné, l'envoyant la tête la première vers la zone d'atterrissage. Malgré la fosse de mousse épaisse conçue pour amortir les chutes, l'angle et la force de son impact ont enfoncé sa tête dans le bord du cadre de la fosse. La bordure en métal, censée contenir les blocs de mousse, l'a frappé à l'angle le plus défavorable. L'impact a causé un traumatisme crânien sévère et plusieurs fractures du crâne. Les témoins ont décrit avoir entendu un bruit sourd écœurant, suivi d'un silence inquiétant, alors que Caleb restait immobile parmi les blocs de mousse dispersés. Son corps a convulsé brièvement alors que son système nerveux envoyait ses derniers signaux, puis est resté complètement immobile. Le sang a commencé à s'accumuler autour de sa tête en quelques secondes, car des fractures dans son crâne ont permis à la matière cérébrale et au liquide céphalorachidien de s'écouler sur le sol de la salle de sport. Le rouge vif se répandant sur le tapis bleu a créé une scène qui serait gravée dans la mémoire de tous les présents. Les ambulanciers sont arrivés en 8 minutes, mais les blessures de Caleb étaient trop graves pour toute intervention salvatrice. Il a été déclaré mort sur place, ses rêves de gloire en équipe nationale se terminant en un instant de défaillance mécanique et de timing tragique. La salle de sport a fermé pendant 3 jours, pendant que les enquêteurs examinaient chaque équipement. L'entraîneur David Kim a pris sa retraite de l'entraînement immédiatement après, déclarant qu'il ne pourrait plus jamais demander à un athlète de tenter des compétences aussi dangereuses. L'incident a conduit à de nouvelles exigences de la gymnastique américaine pour des tapis d'atterrissage plus épais et des protocoles obligatoires de signalement des blessures. Les parents de Caleb ont poursuivi l'établissement pour manque d'équipement de sécurité, ce qui a abouti à un règlement qui a financé l'amélioration des normes de sécurité dans plusieurs centres de formation à travers le pays. C'était le 22 mai 2020, lorsque Sierra Monroe, âgée de 15 ans, est montée sur le tapis d'exercice, au sol, lors de la compétition de championnat d'État à Phoenix, Arizona. La 2e année de Scottsdale s'était entraînée pour ce moment toute sa vie, et tout dépendait des 90 secondes suivantes. Elle avait besoin d'un score de 9,4 ou plus pour se qualifier aux championnats régionaux. Sierra était connue pour son expression artistique et ses passages au sol puissants. À 1,63 m avec une flexibilité exceptionnelle et un sens inné du rythme, elle apportait un style unique à l'exercice au sol qui impressionnait constamment les juges. Sa personnalité était tout aussi captivante. Elle était la coéquipière qui savait détendre l'atmosphère avec une blague lors de compétitions stressantes, mais qui possédait également la force mentale pour performer sous une pression extrême. Son entraîneur, l'ancienne gymnaste universitaire Amanda Walsh, avait chorégraphié la routine de Sierra autour d'un spectaculaire passage final de tumbling, comprenant un double salto arrière avec double vrille. La compétence était à la limite supérieure des capacités de Sierra, mais elle l'atterrissait régulièrement à l'entraînement depuis 3 mois. La compétition se déroulait dans une ancienne arène où le tapis d'exercice au sol était utilisé depuis plus de 8 ans. Bien qu'il ait passé les inspections de sécurité de base, le tapis montrait des signes évidents d'usure, des dépressions légères là où d'innombrables gymnastes avaient atterri et des zones où les ressorts en dessous avaient perdu de leur réactivité.
Sierra luttait contre une légère entorse à la cheville depuis 2 semaines, résultat d'un atterrissage maladroit lors de l'entraînement. Elle avait convaincu son entraîneur qu'elle était prête à concourir en démontrant une amplitude de mouvement complète et en gérant l'inconfort avec du bandage supplémentaire et des médicaments anti-inflammatoires. Alors que Sierra commençait sa routine au sol, tout semblait parfait. Son premier passage acrobatique a été réussi. Ses mouvements de danse s'enchaînaient avec une grâce caractéristique. Et son deuxième passage acrobatique a suscité les applaudissements enthousiastes de la foule. Elle était à son meilleur niveau lorsque cela comptait le plus, gagnant en confiance et en élan alors qu'elle approchait du moment culminant de sa routine. Le dernier passage acrobatique en diagonale a commencé sans faute. Sierra s'est lancée dans sa compétence signature avec une forme parfaite, son corps tournant avec la précision qu'elle avait développée à travers d'innombrables répétitions. Le premier salto a été complété exactement comme prévu, et elle a commencé la deuxième rotation avec la position du corps et la conscience spatiale parfaite. Mais pendant le deuxième salto, le tapis de sol usé s'est comprimé inégalement sous sa zone d'atterrissage. Des années d'utilisation avaient créé une légère dépression, qui n'était pas visible à l'œil nu, mais était suffisamment significative pour modifier la surface d'atterrissage prévue. Les ressorts sous cette section avaient perdu leur élasticité, créant un point mort qui s'avérerait fatal. Les pieds de Sierra ont frappé le tapis à un angle maladroit, l'atterrissage inégal lui faisant perdre le contrôle de sa rotation. Incapable de corriger sa position en plein vol, elle est tombée lourdement, sa tête et son cou recevant le plus gros de l'impact. La force de l'atterrissage combinée à son poids corporel et à son élan a provoqué une blessure par compression de sa colonne cervicale. L'impact a fracturé sa vertèbre C2 et causé de graves dommages à sa moelle épinière à ce niveau, entraînant une paralysie immédiate et une perte de conscience. Son corps s'est effondré de manière anormale lors de l'impact, ses jambes se repliant sur son torse alors que l'élan de sa culbute continuait même après la blessure fatale. Des témoins ont décrit avoir vu le corps de Sierra devenir complètement mou, en plein atterrissage, sans aucune tentative de casser sa chute ou de se protéger, preuve claire d'une perte immédiate de toutes les fonctions motrices. La reine est tombée dans le silence, alors que Sierra restait immobile sur le tapis, son corps positionné d'une manière qui rendait immédiatement apparente la gravité de sa blessure aux yeux des entraîneurs et officiels expérimentés. Ses parents, regardant depuis les gradins, savaient immédiatement qu'une catastrophe s'était produite. Sierra est morte sur le coup d'une blessure à la moelle épinière, bien que les ambulanciers aient tenté de la ranimer pendant 25 minutes avant de la déclarer décédée. Le championnat d'État a été immédiatement annulé et tous les concurrents restants ainsi que leurs familles ont reçu des services de conseil en crise. L'enquête a révélé que le tapis de sol avait perdu une capacité d'absorption des chocs significative en raison de l'âge et de l'utilisation intensive, contribuant à l'impact fatal. De nouvelles réglementations d'État ont été mises en œuvre, exigeant que les tapis de sol soient remplacés tous les 5 ans et subissent un test de compression annuel. La famille de Sierra a créé un fonds de bourse pour les jeunes gymnastes, tout en plaidant pour l'amélioration de l'équipement et des normes de sécurité à l'échelle nationale. C'était le 14 janvier 2022, quand Derek Vaughan, 18 ans, se préparait pour sa dernière routine à la poutre au centre d'entraînement olympique à Colorado Springs, Colorado. Le lycéen de Denver s'entraînait au niveau élite depuis 6 ans, et cette session était filmée pour un documentaire sur les espoirs olympiques. Derek était une anomalie dans la gymnastique masculine, l'un des rares gymnastes masculins à s'entraîner à la poutre d'équilibre dans le cadre de son régime d'entraînement. Mesurant 1,78 m avec un contrôle corporel exceptionnel et une conscience spatiale, il avait développé des combinaisons de descentes innovantes qui repoussaient les limites de ce qui était considéré comme possible sur l'appareil de 4 pouces de large. Sa personnalité était calme et analytique, abordant la gymnastique comme une partie d'échecs. Son entraîneuse, médaillée olympique Jennifer Stone, travaillait avec Derek depuis 5 ans pour développer un saut de sortie signature qui porterait son nom s'il était réussi en compétition internationale. La compétence était un flip arrière suivi d'un double salto arrière avec double vrille, une combinaison qui nécessitait un timing parfait, une hauteur exceptionnelle et une orientation spatiale irréprochable. Pendant plusieurs semaines, Derek avait souffert de vertiges dû à une infection de l'oreille interne. Les symptômes étaient légers et intermittents, mais il ne les avait pas signalés au personnel médical par peur d'être retiré de l'entraînement. Avec les essais olympiques, à seulement quelques mois, il ne pouvait pas se permettre de contretemps qui pourraient compromettre ses chances de faire partie de l'équipe. La poutre du centre d'entraînement olympique était réglée à une hauteur de compétition de 4 pieds au-dessus du sol, avec des tapis de réception standards répondant à toutes les exigences de sécurité internationale. L'appareil avait été inspecté ce matin-là et ne montrait aucun signe d'usure ou d'instabilité. Alors que Derek commençait sa séquence de descente, les caméras du documentaire ont capté chaque détail. Son flip arrière était impeccable, générant l'élan nécessaire pour la manœuvre aérienne complexe qui allait suivre. Il s'était lancé haut au-dessus de la barre, avec une forme et une rotation parfaites, son corps tournant avec la précision qu'il avait mis des années à développer.
Mais en plein vol, lors de son deuxième saut périlleux, l'infection de l'oreille interne, qu'il avait cachée, s'est soudainement manifestée par une grave crise de vertige. Son orientation spatiale a complètement disparu. Il ne pouvait plus distinguer le haut du bas, ne pouvait pas localiser le sol et n'avait aucun point de référence pour contrôler sa rotation. Incapable de s'orienter dans l'espace, le corps de Derek a continué à tourner au-delà des 2 sauts périlleux prévus, ajoutant une 3e rotation incontrôlée qui l'a envoyé s'écraser vers le tapis de réception en position inversée. La chute de 8 pieds, combinée à son poids corporel et à l'élan de rotation, a créé un scénario d'impact dévastateur. Il s'est écrasé sur le tapis de réception avec son cou supportant toute la force de l'impact. La collision a enfoncé sa tête dans sa poitrine, écrasant sa première vertèbre cervicale et provoquant une compression immédiate du tronc cérébral qui a instantanément arrêté toutes les fonctions vitales. Son corps a rebondi une fois à l'impact avant de se retrouver dans une position non naturelle, avec ses jambes tordues sous son torse et ses bras écartés à des angles impossibles. Les caméras du documentaire ont capturé toute la séquence, y compris le moment où le corps de Derek est devenu complètement mou et les réactions horrifiées des entraîneurs et coéquipiers qui ont été témoins de l'accident. Les images ne seraient jamais rendues publiques, mais elles seraient utilisées dans les programmes de formation à la sécurité pour éduquer les entraîneurs sur l'importance de la divulgation médicale. Derek a été déclaré mort quelques minutes après l'accident, ses blessures étant si graves qu'aucune intervention médicale n'aurait pu lui sauver la vie. Le centre d'entraînement olympique a suspendu tout entraînement à la poutre pendant 48 heures, tout en menant une revue complète de sécurité de tout l'équipement et des protocoles. L'entraîneur Jennifer Stone a pris un congé et a finalement quitté définitivement l'entraînement d'élite, incapable de continuer après avoir perdu un athlète qu'elle considérait comme un fils. La tragédie a conduit à de nouvelles exigences de signalement médical obligatoire et de tests réguliers du système vestibulaire pour tous les gymnastes d'élite. C'était le 3 juin 2023, quand Lena Prescott, âgée de 19 ans, s'est avancée vers les barres asymétriques aux championnats nationaux à Saint-Louis, Missouri. La jeune étudiante de l'UCLA s'entraînait toute sa vie pour ce moment. Ses premiers championnats nationaux seniors, où une bonne performance pourrait lui assurer une place dans l'équipe du championnat du monde. Lena mesurait 5 pieds 6 pouces, avec des épaules puissantes et une silhouette élancée qui la rendait idéale pour les barres asymétriques. Sa spécialité était les éléments de force combinés avec des mouvements de lâcher complexes, et elle avait développé une routine avec le score de difficulté le plus élevé de la compétition. Sa personnalité était méthodique et précise. Elle a visualisé chaque élément de sa routine des dizaines de fois avant de concourir. Son entraîneur, l'instructeur vétéran Robert Chen, avait passé 3 ans à aider Lena à développer cette routine. Le lieu du championnat était rempli de plus de 5000 spectateurs, recruteurs universitaires et sélectionneurs de l'équipe nationale, créant une atmosphère de pression intense et d'opportunités illimitées. Pendant 3 mois, Lena a géré un syndrome d'accrochage de l'épaule grâce à une thérapie physique intensive. Le médecin de l'équipe l'avait autorisée à concourir après qu'elle ait démontré une amplitude de mouvement complète et une force adéquate lors des tests. Pendant les échauffements plus tôt dans la journée, Lena avait remarqué que la barre haute semblait légèrement desserrée lorsqu'elle effectuait ses éléments de poirier. Elle l'a mentionné à un responsable de l'équipement qui a effectué une inspection approfondie et a déterminé que toutes les connexions respectaient les normes de sécurité. L'appareil de barres asymétriques avait été utilisé pendant 2 saisons et avait passé toutes les inspections de sécurité requises. Cependant, des micro-fissures de stress se développaient dans les connexions métalliques, des défauts invisibles qui ne deviendraient apparents que sous les forces extrêmes générées par les compétences de gymnastique de niveau élite. Alors que Lena commençait sa routine, tout semblait parfait. Sa séquence d'éléments de force d'ouverture s'enchaînait sans accroc, chaque équilibre étant maintenu pendant les 2 secondes requises, avec une stabilité à toute épreuve. La foule réagissait avec enthousiasme à son style puissant et elle gagnait en élan pour son mouvement signature, un équilibre avec un demi-tour en position de soutien. Elle s'était lancée en équilibre sur les mains avec un contrôle caractéristique, son corps formant une ligne verticale parfaite au-dessus de la barre haute. Mais lorsqu'elle a atteint l'extension complète, la connexion précédemment lâche a cédé complètement. Les microfractures de stress qui se développaient depuis des mois ont finalement atteint une défaillance critique, provoquant un déplacement soudain de la barre haute sous son poids. Sa main droite a glissé de sa position prévue lorsque la barre a bougé, détruisant le placement précis de la prise, qui était essentiel pour la figure. Avec son soutien compromis, Lena a commencé à tomber sur le côté, entre les barres asymétriques, son corps se tordant alors qu'elle essayait désespérément de reprendre le contrôle de sa descente. Son bras gauche s'est coincé entre les barres alors que son corps continuait de tomber, créant un effet de levier qui a soumis son humérus à des forces bien au-delà de ses limites structurelles. L'os a craqué avec un bruit audible qui a été entendu dans toute l'arène, le son aigu coupant à travers le bruit ambiant comme un coup de feu.
L'os cassé a immédiatement perforé son artère brachiale, causant une hémorragie interne massive alors que son poids corporel continuait de la tirer vers le bas à travers les barres. Du sang artériel rouge vif a commencé à jaillir en pulsations rythmiques, couvrant l'équipement et le sol alors que son système cardiovasculaire entrait en état de choc suite à la perte soudaine de sang. Alors que son corps tombait à travers les barreaux, sa tête a frappé la base métallique de l'appareil avec une force énorme. L'impact a fracturé son crâne à plusieurs endroits et a causé une grave lésion cérébrale traumatique qui aurait été fatale même sans la perte de sang massive. Le corps de Lena est entré en choc traumatique immédiatement, ses systèmes s'arrêtant alors que la pression artérielle tombait à des niveaux critiques. La combinaison de la perte de sang et du traumatisme crânien a créé une urgence médicale qui dépassait les capacités même des soins aux traumatismes les plus avancés. Le personnel médical d'urgence était sur place en quelques secondes, mais les blessures étaient trop graves et avaient progressé trop rapidement pour que toute intervention soit efficace. Lena est décédée à cause d'une importante perte de sang et d'un traumatisme crânien, malgré l'attention immédiate du personnel médical sur place qui avait été spécialement positionné pour de telles urgences. Les championnats nationaux ont été suspendus pour le reste de la journée, avec des conseillers en deuil disponibles pour tous les concurrents et spectateurs ayant été témoins de l'accident. L'image de la routine de Lena, qui avait commencé avec tant de promesses et s'est terminée par une telle tragédie, resterait avec tous ceux présents pour le reste de leur vie. L'enquête a révélé que les barres asymétriques avaient développé des micro-fissures de stress qui ont causé la défaillance catastrophique, entraînant de nouvelles exigences pour les inspections à rayon X de l'équipement lors de toutes les grandes compétitions. L'entraîneur Robert Chen a continué à entraîner, mais a mis en place de nouveaux protocoles de sécurité nécessitant plusieurs vérifications de l'équipement avant chaque séance d'entraînement. La mort de Lena a poussé USA Gymnastics à imposer la présence de chirurgiens traumatologues sur place lors de toutes les grandes compétitions, et non seulement des techniciens médicaux d'urgence et ambulanciers, garantissant que les urgences médicales futures recevraient le plus haut niveau de soins immédiats. Son héritage est devenu celui de normes de sécurité améliorées, qui protégeraient d'innombrables gymnastes futurs de tragédies similaires. Si ces histoires vous ont laissé sans voix, attendez de voir ce qui arrive ensuite. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour encore plus d'histoires choquantes qui vous tiendront en haleine.